Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4. Aujourd'hui, je vais terminer de démonter le train avant, le train arrière et sortir le moteur. En fin de vidéo, je vous ferai un petit point sur la carrosserie et les prochaines étapes qui vont arriver. À la fin de l'épisode 3, je vous ai donc laissé avec le moteur encore dans la caisse. J'avais commencé à retirer le faisceau et quelques éléments autour. Depuis, j'ai donc terminé d'enlever le câblage, la liaison avec la boîte de vitesse, et quelques capteurs et durites. J'ai également retiré le cardan côté gauche et le cardan côté droite, qui permet de désolidariser les roues de la boîte de vitesse. Pour sortir le moteur, j'utilise une chèvre d'atelier. Ce modèle est pliant, c'est très pratique. Ça se sort en quelques minutes, il suffit de la déplier, de mettre deux goupilles et le tour est joué. Il suffit de pomper et le vérin monte. Ensuite, il faut la placer. Encore un peu. Ajuster. Encore un petit effort. J'ajuste. Et voilà. Pour sortir le moteur, j'utilise 4 points d'ancrage. Je prends mes sangles favorites qui sont très résistantes. J'essaie d'en placer 4 au mieux. Je trouve 4 points d'ancrage. Ici, sur le support de boîte. J'ai hésité à me prendre ici sur l'œillet. Ici, j'ai une attache directement sur la culasse. Ça fera l'affaire. J'ai un troisième œillet ici derrière le moteur. Ça touche légèrement ici, mais c'est pas gênant. Ça passera. Il n'y a pas trop d'effort. Et enfin, je prends un quatrième et dernier appui sur le support d'alternateur qui est lui directement fixé sur le bloc. Je le mets en tension et je commence à dévisser les quelques vis du support moteur. Je pompe et je me rends compte que le moteur se lève que du côté gauche. Je le décale un peu, il n'est pas équilibré. Alors je descends la chèvre et je remets les sangles. Je relève à nouveau et le moteur est cette fois-ci bien équilibré. La partie gauche et la partie droite se lèvent en même temps. J'ajuste un peu, je retire le dernier morceau du cylindre bloc et le moteur sort. Une fois passé à hauteur de la caisse, j'ai plus qu'à la reculer et le moteur est sorti. Voici donc le moteur Cléon 1,1 litre développant la folle puissance de 47 chevaux. Vous pouvez ici le voir sous tous ses angles. Allez, maintenant qu'il est déposé, je peux accéder au derrière, ce que je ne pouvais pas faire avant à cause du berceau. J'enlève donc le démarreur et le faisceau. Je poursuis avec le démontage de la boîte. Une petite photo pour se souvenir. J'enlève les vis du tour de boîte, mais la boîte refuse de sortir. Alors j'analyse, je prends mon meilleur tournevis plat et j'essaie de forcer un petit peu, en me disant que peut-être les centreurs sont grippés. Et en analysant, je me rends compte qu'il y a une plaque. Cette plaque. Et oui, sur les voitures modernes, c'est pas comme ça. J'enlève donc la plaque, je redescends le moteur. Et là, je sac un peu sur la boîte, je la bouge de droite à gauche, et ça va beaucoup mieux. La boîte de vitesse sort. Un petit coup d'œil rapide pour regarder les différents éléments. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Malheureusement, la météo fait des siennes. Je dois donc faire une pause et attendre que l'averse cesse. Mais comme il y a une averse toutes les 5 minutes, bah c'est assez chiant. Allez, maintenant que le bouton est de retour, je peux continuer le démontage. Je vais m'attaquer au train avant. J'ai une belle vue dégagée sur l'ensemble, c'est pratique. Pour commencer, j'enlève le pare-boue côté droite. Ensuite, je défais le cache de la colonne de direction pour désolidariser la crémaillère qui elle va rester sur le berceau.
une petite vis de 13 et c'est réglé. La colonne est désolidarisée. Ensuite j'enlève les roues pour pouvoir retirer les étriers de frein. Ils sont maintenus sur la chape, enfin plutôt sur la fusée, avec 2 gros écrous. C'est monté au loctite et c'est très fort serré. J'essaie de pousser les plaquettes mais c'est un peu grippé. Alors je force et l'étrier vient. Je fais la même procédure de l'autre côté. J'essaie de pousser les plaquettes mais le piston est complètement grippé. Je prends ma clé à choc et je retire les 2 vis de la chape sur la fusée. Je force un peu et l'étrier vient. Je m'attaque maintenant aux 2 vis du berceau qui me font le plus peur. Elles sont complètement rouillées et j'avais pas envie que l'insert dans le châssis tourne. Heureusement, elles sont venues sans encombre. Je place un vérin sous le berceau pour pas avoir à le maintenir. J'enlève les 2 vis de devant et le berceau tombe. À ce moment, je me dis que j'aurais dû retirer les amortisseurs avant. Mais bon, finalement, il n'y a que 2 vis. J'enlève le côté gauche et le côté droit et le tour est joué. Maintenant, j'enlève la crémaillère. J'ai accès plus facilement aux vis que lors de l'épisode 2. J'enlève les 2 rotules de direction et ça sort. Il me reste plus qu'à retirer la fusée côté gauche et côté droite. Pour ça, il y a une seule vis, un petit coup de marteau et elles sont dehors. Maintenant, je retire les triangles. Le côté gauche a été super simple. Pas de vis grippée, franchement ça a été très coopérant. Ça a été réglé en quelques secondes. Par contre pour le côté droit, c'était une autre histoire. J'avais une vis sur les 2 qui était complètement grippée. J'ai forcé, clé à choc, vissé, dévissé, dégrippant, baramine. J'ai tout essayé. Mais elle voulait vraiment pas venir. Alors j'ai dû me servir du marteau pour taper sur la vis. Ouais, elle est un petit peu marquée mais c'est pas grave. Je la changerai, j'en ai plein d'avance. Voilà, le triangle sort maintenant et c'est cool. Le berceau est tout nu. Allez, maintenant en place au train arrière. J'enlève la roue pour me faciliter l'accès. Va falloir que j'enlève les conduits de frein, les tuyaux verts. Ça tient avec une petite vis de 11. Rien de bien compliqué, mais comme c'est un peu grippé, je préfère aller doucement et mettre du dégrippant. Ça va, ça a été très coopérant, c'est bienvenu. Ensuite, je défais mes vis d'amortisseur. Je les débloque simplement afin de vérifier qu'elles ne soient pas grippées. Les 4 vis qui tiennent les 2 amortisseurs, 2 de chaque côté, viennent franchement bien. Bon, pour le train air, c'est une autre histoire. Comme tu peux le voir, je suis obligé de prendre une baramine de plus de 2 mètres de long et je galère. Même la clé à choc veut rien savoir. De l'autre côté, c'est exactement la même punition. Baramine, 2 mètres de long et je galère parce que les écrous sont complètement grippés dans la rouille. Il y a 2 écrous par côté et les 2 sont grippés, ce qui me fait 4 écrous à dégripper. Je force, j'insiste, je continue, clé à choc et ça veut toujours pas venir. J'analyse et je cherche une solution. La solution, c'est de passer à autre chose et j'y reviendrai après. J'enlève du coup les 2 amortisseurs en prenant soin de mettre un vérin sous le train arrière pour pas qu'il tombe. Voilà, les vis étant dégrippées auparavant, ça vient super bien. Je fais maintenant basculer la voiture sur elle-même pour que le train arrière soit à hauteur et qu'il tombe pas, parce que c'est assez lourd. La voiture fait un beau wheeling sur elle-même, mais elle est stable. Elle est maintenue devant par la chèvre et en équilibre sur 2 chandelles derrière. Je me rends compte que les vis du train arrière sont accessibles depuis l'intérieur de la caisse, sous la mousse. Alors je mets mon cliquet, ma baramine et je force comme un ours, comme un bœuf. Franchement, là c'est en accéléré mais ça a duré au moins 5 minutes. J'étais mort, j'avais mal au bras. Jusqu'à ce que l'une des premières vis vienne, complètement grippée. Allez, une petite pause sucrée pour donner des forces. Allez, j'attaque maintenant la deuxième. Même problème, elle est grippée. Je force et finalement, au bout de quelques secondes, elle finit par venir naturellement. Pour l'autre côté, j'enlève directement la mousse à l'intérieur de l'habitacle afin d'avoir accès au dessus de la vis. Je place ma baramine et ma péteuse, je fais des va-et-vient, vissage, dévissage en espérant que le filetage soit coopérant. Un peu de dégrippant, ça finit par venir. La première vis est dehors, mais bien rouillée également. Je peux maintenant descendre le train arrière à l'aide du vérin. Je le pose par terre, je le tire et je manque de faire tomber la voiture.
Heureusement, elle est restée en place. Bon, allez, je le sors plus délicatement et il est dehors. Voilà pour le train arrière et le train avant. Maintenant que le train arrière est par terre, je peux m'attaquer à la descente du réservoir. J'enlève la goulotte et je veille à ne pas mettre d'essence à côté. C'est un peu loupé, ouais, on peut dire ça. La goulotte est coincée dans de la terre et de la rouille, mais en insistant bien, elle finit par venir sans être cassée. Je vais retirer maintenant la trappe à carburant, mais la partie de la carrosserie sur laquelle elle tient est complètement pourrie. Alors je décide directement de la couper avec une pince coupante. Je verrai ce que je fais plus tard. Maintenant, à l'aide de ma clé à choc, je commence à dévisser gentiment les 4 vis du réservoir, juste pour m'assurer qu'ils ne soient pas grippés. Une fois que je suis sûr, je me place en dessous et je défais les 4 vis. Je pose le réservoir gentiment sur moi en veillant à ne pas prendre une douche d'essence. Normalement, il restait à peu près 15 litres. J'avais fait en sorte de vider le réservoir avant de le démonter, ce qui est plus simple. Je transvide maintenant l'essence restant dans un broc et encore une fois, j'essaie de pas en mettre à côté. Ouais, on peut encore dire que c'est loupé. Je retransvide ce broc, enfin j'essaie de retransvider. Ouais, il y a un petit peu d'essence à côté, on est d'accord. Je retransvide ça dans un bidon qui me servira pour la moto ou la tondeuse. Je fais 2 ou 3 brocs et le réservoir est complètement vide. Maintenant que le réservoir est par terre, j'ai accès aux tuyaux de frein. Ce sont les tuyaux verts que vous pouvez voir. Il y a également 2 tuyaux pour l'essence, l'une pour l'arrivée, l'une pour le retour. Tout ça, ça va jusqu'à devant la voiture. Devant, les tuyaux de frein sont reliés au mètre cylindre. Il y a 4 arrivées, ou plutôt 4 sorties sur le mètre cylindre qui correspondent aux 4 roues. Il y a un tuyau par roue. Je défais les 4 devant et il ne me reste plus qu'à retirer le côté avant droite qui lui est encore fixé sur l'étrier. Je le retire et j'en profite également pour retirer le pare-boue. Voici maintenant à quoi ressemble tout ce bazar une fois sorti de la voiture. En fait, ça va du devant jusqu'au derrière. Ça passe en dessous de la voiture et c'est relié aux 2 roues arrière et au réservoir. Voilà, c'est ni plus ni moins que des tuyaux. Mais il faut essayer de pas les tordre et les conserver. Ils sont pas percés, donc ça serait bien de pas avoir à racheter tout ça. Même si ça se refait assez bien. Je poursuis le démontage devant en enlevant le pare-boue côté droite. Ça tient avec des sapins en plastique et un petit peu de terre et ça vient. Côté gauche c'est pareil, des sapins, de la terre et ça vient. Maintenant je retourne à l'intérieur. Je termine le démontage de ce que j'avais pas fini l'autre jour. Il me reste donc le frein à main qui tient bien avec 2 vis et une petite goupille assez compliquée à aller chercher. À l'aide d'un petit tournevis, je finis quand même par l'avoir. Je retire maintenant le levier de vitesse qui tient avec 2 petites vis devant et 2 petites vis derrière. L'ensemble sort complet avec la tringlerie de boîte. Maintenant, pour terminer le déshabillage de l'intérieur, il me reste plus que la mousse phonique à retirer. Mais je me rends compte que pour retirer cette mousse, il va falloir que je retire le pédalier, puisque celle-ci est coincée. Pour retirer le pédalier, il faut retirer l'axe qui tient la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Je défais le clip du mètre cylindre à la pédale et ça vient. Ensuite, il me reste plus qu'à retirer le câble de starter, la colonne de direction, le câble de gaz et le câble d'embrayage pour me faire de la place et sortir la mousse. Je retire donc le starter, le câble de gaz et tout ce qu'il y a autour. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour retirer la mousse, il faut retirer le module de ventilation, qui comprend le radiateur de chauffage, le ventilateur et les volets pour répartir les positions. Ça tient avec 2 vis de chaque côté, et c'est tout. Je le sors et maintenant j'ai accès à la mousse. La mousse tient avec des agrafes en plastique, qu'il suffit de dévisser gentiment à l'aide d'un tournevis. Faut faire attention parce que la mousse est très fragile et je pense que c'est introuvable. Je me rends compte qu'il faut encore démonter. Cette fois-ci le châssis du support de pédale. Ça sort par l'extérieur. 4 vis et c'est dehors, ce qui me permet de retirer la mousse. Et voilà, le démontage est terminé. Alors quand je dis que le démontage est terminé, en réalité c'est pas vraiment le cas. On va dire qu'il est terminé à 98%. Pour ce qui est de l'intérieur, il me restera un petit peu de démontage. Les panneaux de porte, les vitres, le mécanisme de la vitre
et les deux faisceaux latéraux qui vont des feux avant aux feux arrière. Mais ça, c'est pas très intéressant en vidéo, donc je vous filmerai pas. Pour le dessous, il me restera uniquement le tendeur de frein à main, que j'ai pas encore retiré. Pour la baie moteur, il y a juste les deux feux, enfin les faisceaux des feux avant. Pour les portières et le côté, il restera les rétroviseurs et les poignées. Et c'est tout. Tout ce démontage m'a permis de chercher de la rouille et j'en ai trouvé. Il y en a un petit peu partout dans l'habitacle, il n'y a rien de bien méchant, mais c'est des endroits auxquels je n'aurais jamais eu accès si j'avais pas démonté tout ça. Comme par exemple le dessous du frein à main qui serait resté à vie sous la moquette. Ou encore le dessous du pommeau de vitesse. Idem pour le plancher côté passager. C'est pas énorme, mais il faut que ce soit traité, sinon ça va pourrir. Heureusement que j'ai démonté le tableau de bord, sinon j'aurais jamais vu ça, c'est la sortie du radiateur d'habitacle. À l'arrière, c'est également bien pourri. Maintenant pour l'extérieur, j'ai découvert un petit peu de corrosion sous l'aile avant gauche, derrière le pare-boue. Ça croustille pas mal et ça s'effrite assez facilement au doigt, donc ça il va falloir traiter également, sinon ça va pourrir. Dans la baie de pare-brise, j'ai trouvé un petit peu de corrosion. C'était caché sous l'essuie-glace, sous le moteur de lave-glace et sous le système de grille. J'ai trouvé aussi un petit peu de corrosion sous le longeron avant gauche, au-dessus du berceau. Et ça, j'aurais jamais pu le voir si j'avais pas sorti le berceau et le moteur. Et de plus, maintenant, j'aurai un superbe accès. Tu peux voir que le côté droit est également légèrement attaqué. Alors c'est de la rouille superficielle, mais il faut mieux que ça soit traité maintenant. Sinon, dans 10 ans, la voiture va tomber et je serai bon pour tout recommencer. J'ai également un petit peu de rouille sous la tête d'amortisseur et sur l'extérieur dans le châssis. Sur le côté latéral droite, le châssis s'effrite. Et donc le Graal, c'est forcément l'arrière, là où je vous avais montré dans la présentation de la voiture. C'est complètement pourri et à l'aide d'un tournevis, on peut facilement trouver la tôle. Donc tout ça, il va falloir le refaire. J'ai également pas mal de corrosion au niveau de la trappe à essence, là où était fixé le pare-choc et la tubulure, et aussi où il y avait la trappe à carburant. Voilà, l'épisode 4 est maintenant terminé. On se retrouve pour la suite du projet dans l'épisode 5. A plus.